On est plusieurs ce soir, d'après ce que je vois, anciens élèves d'école francophone de Turquie. Alors évidemment avec Ali, nous sommes des anciens élèves du lycée Saint-Joseph. Notre chère Gaye est une ancienne enseignante de Saint-Michel. Notre ami Devrim est un ancien de Galatasaray. J'imagine que vous connaissez plus ou moins, donc je vais essayer d'être bref et s'il vous plaît vous m'arrêtez quand je répète beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Là on est les chiffres que nous avons sont très intéressants parce que dans le secondaire aujourd'hui on a plus de 10 000 élèves qui sont scolarisés en français en Turquie. Alors peut-être que mes chiffres ne sont pas tout à fait à jour, Alexis me corrigera. Mais on parle quand même de deux pays qui ont des relations depuis le XVe siècle au moins, qui sont en relation diplomatique depuis depuis 5 siècles. Et le premier ambassadeur itinérant turc est venu en France il y a 301 ans. Donc on parle vraiment de deux pays qui ont une relation très, très ancienne et très profonde. D'où évidemment l'importance de l'influence française en général et du français en particulier, car pendant l'Empire ottoman, alors l'Empire ottoman, comme vous le savez, était beaucoup plus étendu que la Turquie actuelle, mais on dénombrait pas moins d'une centaine d'écoles francophones sur ce territoire. Aujourd'hui, on dénombre plusieurs types d'écoles. Alors, il y a des écoles maternelles qui reçoivent le label France Éducation. Il y a des écoles primaires, il y a du secondaire et il y a des universités. Donc on va regarder un peu chacun et puis vous donner les différences de tout ça et puis quelques chiffres et après les questions. Il y a un bloc que nous appelons, on va commencer par les meilleurs, Ali, si tu veux bien, les saints. Donc les saints. Alors les saints, dont Saint-Joseph, Istanbul, Izmir, Saint-Benoît, Saint-Michel, Notre-Dame de Sion, Sainte-Pulchérie. 6 écoles, 5 à Istanbul, 1 à Izmir, qui scolarisent aujourd'hui à peu près, là j'ai le chiffre précis, 4250 élèves, dont la plus grande est Saint-Joseph qui est à un peu plus de 1000 élèves. Ce sont des écoles qui ont été fondées par des congrégations françaises, catholiques françaises, à partir du XVIe siècle. La première, Saint-Benoît, 1583. Et si jamais vous allez à Istanbul, elle est assez visible parce qu'elle a un beffroi génois du côté de Karaköy. Donc quand vous êtes au niveau de la mer, vous voyez tout de suite Saint-Benoît. Alors, ce sont plusieurs congrégations. C'est les Lazaristes à Saint-Benoît, ce sont les Frères des écoles chrétiennes à Saint-Joseph et à Saint-Michel. Il y a les Sœurs de la Charité, il y a les Sœurs de Sion également. La particularité de ces écoles, c'est que on se dit en terre d'islam, on ne s'attend vraiment pas à ça. Vous allez à Saint-Joseph, il y a la statue de Saint-Joseph. Et la population étudiante est à au-delà de 95% musulmane. Et alors c'est intéressant parce qu'on n'y pense pas du tout. Vous imaginez la même chose en France, on en parlerait énormément, on discuterait de la laïcité, mais en Turquie, ça passe, c'est tout à fait naturel. Il y a un drapeau français à l'entrée, c'est écrit Saint-Joseph, S-E-N-J-O-Z-E-F, ça se dit comme ça, et les familles font un concours pour faire rentrer leurs élèves, parce qu'on y rentre avec un concours, mais une fois que l'élève a obtenu, c'est un concours généralisé, centralisé, turc. Tous les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école du secondaire, donc à partir de 9-10 ans, ils entrent dans ce concours et ils ont des points. Donc nos écoles françaises sont assez bien situées, donc c'est des points assez hauts, mais pour peu qu'il y ait les mêmes points, et bien tout de suite on a des téléphones, est-ce que tu connais ceci, cela, et vraiment toutes les listes sont pleines à l'avance. Il y a aussi d'autres écoles de ce type qui sont congréganistes, qui ne sont pas francophones. Il y a notamment l'église, c'est un lapsus, mais il y a Saint-Georges, qui est l'école autrichienne, qui est dans le quartier un peu plus haut que Saint-Benoît. Et sinon, dans le système turc, vous avez d'autres types d'écoles américaines, italiennes et anglaises.
Pardon? Et allemande, pardon, excusez-moi, allemande. Autriche, voilà, Saint-Georges, c'est autrichien. Voilà, donc ça c'est un premier bloc. Alors, ce qui s'est passé en 1997, c'est que le primaire, l'obligation pour les enfants a été étendue de 5 ans à 8 ans. Donc, ce qui fait que nous, dans nos établissements, peut-être pas du temps d'Ali, mais de mon temps, on y entrait. Alors, ce sont des Turcs qui entrent, donc on ne connaît pas le français. On avait 2 années où on étudiait le français. Donc 2 années de préparatoire, 3 années de cours de collège et 3 années de lycée. Donc 8 ans dans le même établissement. À partir de 1997, on n'y est plus que pour 4 ans et avec une préparation à la langue. Du coup, ces groupes d'écoles ont créé des écoles primaires. Voilà, par le biais de fondations, ce sont des écoles actuellement qui sont protégées par le traité de Lausanne. Donc eux-mêmes, les congrégations ne peuvent plus s'étendre, mais on passe par le biais des fondations des anciens élèves pour faire les écoles primaires. Le programme est un programme turc, donc c'est rattaché au ministère de l'Éducation nationale turc. Les sciences sont en français, et puis il y a des cours de français. Mais par exemple, l'histoire, c'est l'histoire turque. Mais la littérature, c'est le même manuel que nous avons ici. C'est ceux qui ont mon âge, le Bordas par exemple, on avait le même Bordas à Istanbul. Montaigne, la Pléiade, on les a étudiés. Donc ça, c'est un premier bloc qui a su s'adapter, si vous voulez, à son message qui était à l'origine un message congréganiste, c'est-à-dire catholique. C'était l'Empire ottoman, il y avait énormément de chrétiens, donc c'était pour accueillir ces enfants-là. Mais avec le temps, il s'est adapté. À partir de 1985, on a eu des directeurs qui étaient laïcs. Jusqu'alors, c'était des pères et des frères. Il y a moins de vocations en France, du coup, moins de personnel congréganiste, disons. Et donc, en Turquie également, ce sont devenus des laïcs. Mais les grandes figures, évidemment, de ces écoles, ce sont des frères, des pères. Nous, à Saint-Joseph, c'était le frère Raymond, qui vient de décéder récemment, que vous connaissez peut-être. Il était à la fois ancien élève, c'était la famille des caporales. Si vous vous souvenez, les Gauloises, les cigarettes, ils avaient un paquet qui s'appelait caporal. Voilà, donc ils sont d'Izmir, c'est une famille levantine d'Izmir. Lui, il avait tout moyen d'aller dans le business du tabac, et il s'est donné à l'éducation. Donc, à la fois, c'était un ancien élève, directeur, professeur de mathématiques, c'était notre figure. Donc ça, c'est un premier bloc de lycée. Un autre lycée qui est très important, celui de notre ami Devrim, Galatasaray. Galatasaray, les fondations, là aussi, sont anciennes. Ça remonte au XVe siècle également. Après, il y a eu Mektebi Sultani. Après, il y a eu Galatasaray en 1923. Donc, c'est une grosse communauté déjà. Le club de football que vous connaissez tous est issu de ces lycées, qui pour certains est le meilleur du monde. Moi, je le crois. Pas actuellement. Et puis, on a Barcelone maintenant. Donc ça va être encore plus calamiteux cette année. Mais ça, c'est un autre sujet. Et Galatasaray donc scolarise à peu près 1200 élèves. À partir de 1992, avec la visite du président François Mitterrand en Turquie, Galatasaray, le lycée a créé l'université de Galatasaray, dans laquelle vous avez plusieurs facultés. Il y a la faculté de droit, de management, il y a des maths également, et il y a des sciences sociales. Vous avez aussi d'autres universités, Marmara, Yedi, Dokuz Eylül à Izmir ou Bilkent à Ankara, qui ont des facultés, des départements qui travaillent en français. Il y a un poète turc important, Tevfik Fikret, c'est l'un des premiers poètes modernes, ancien élève de Galatasaray, qui lui, en son honneur, après il a été d'ailleurs professeur à Robert College, le lycée américain, on a aussi créé deux écoles, Tevfik Fikret, l'une à Ankara, l'autre à Izmir, et ces deux-là scolarisent aussi 2000 élèves en tout.
Vous avez aussi en Turquie, et ça c'est le dernier à ce niveau-là, c'est Pierre Loti, aussi connu sous le nom de Papillon, et, à Istanbul, et Charles de Gaulle à Ankara. Alors là, ce sont ce qu'on appelle des écoles consulaires. Donc là, vous avez le programme, exactement, le programme français, il est répercuté là, c'est complètement parallèle. À la fin, vous avez un bac. Sachant que dans toutes les autres écoles dont on a parlé, c'est un diplôme qui est équivalent au bac. Donc le jeune qui sort de cette école, il vient directement en France sans aucun problème, c'est accepté, c'est équivalent. L'autre est complètement le même programme que la France. Alors c'est intéressant parce que dans ces écoles qui ont vocation à accueillir uniquement les Français, il y a beaucoup de Turcs. D'après les chiffres que j'ai, mais là encore Alexis va me corriger, il me semble qu'il y a 25% à Istanbul qui sont des Français, 75% qui sont des non-Français, et à Ankara c'est un peu plus haut, je crois, c'est dans les 60%, ou bien je me trompe, je peux regarder mon papier mais je ne vais pas l'enlever, mais c'est grosso modo ça. Et là dans ces deux écoles, vous avez à peu près là aussi au total 2000 élèves. Donc vous voyez, le groupe des 100. Dans le groupe des 100, on a 4500. Avec les écoles primaires, ça fait 6000. Tevfik Fikret, vous avez encore 2000, 8000. Charles de Gaulle, Pierre Loti, encore 2000, 10 000. Et Galatasaray, donc voilà, à peu près 11 000, 12 000 élèves en collège et en lycée. Il y a des écoles qui prennent le label France Éducation, donc voilà, il y en a quelques-uns, 5, 6, il y a Yeni Nessil, il y a le Petit Prince, tout ça. Pardon? Désolé, excusez-moi. Donc voilà sur l'éducation. Alors, le français a toujours été une langue très, très importante. Sur YouTube, vous trouvez même des vidéos d'Atatürk qui parlent français et qui parlent un très bon français d'ailleurs. Ça vous étonnerait comme son français est magnifique. Et d'ailleurs, il avait 3 filles adoptives, et les 3 filles adoptives, il les a mis à Notre-Dame de Sion. Voilà. Et parallèlement, évidemment, à la perte de vitesse du français qu'on voit un peu partout dans le monde, là en Turquie aussi, ça a été le cas. Mais voilà, ça a toujours été dans une certaine génération la langue dont on parlait, avec laquelle on parlait, et ça se passait comme ça. Voilà, il me semble que sur les écoles, c'est tout. Ali, à moins que je n'ai oublié quelque chose, à moins qu'Alexis veuille... Peut-être qu'il faut ajouter que c'est payant quand même, que c'est des écoles privées payantes. J'avais tout un chapitre là-dessus parce que je me suis renseigné. En effet, alors c'est payant et c'est cher. On n'est pas tellement habitué en France à ça. Par exemple, Pierre Loti, Charles de Gaulle, là c'est en euros, ça coûte dans les 6 000 euros par an. Et d'ailleurs, c'est un gros problème pour les enseignants français qui vont enseigner là-bas parce qu'avoir 2 enfants, c'est un budget. Et voilà, là on est en train de regarder avec les élus, mais on n'arrive pas à leur accorder un rabais. Les autres écoles de Saint, là c'est en livres turcs et il a été fixé à 70 000 livres. Donc 70 000 livres. Alors ça dépend à quel mois, à quel jour et si c'est à quelle heure, le matin ou l'après-midi. Mais actuellement, le cours de change est à 15,6. Voilà. Donc vous divisez 70 000 par 15,6 et ça vous fait 4 000 euros. 4 500 euros. Voilà. 4 000 euros. Voilà. Ça en faisait un peu plus quand ils ont fait le budget en septembre, puisque là, il ne peut plus changer. Est-ce qu'il y a des systèmes de subvention Alors, il y a des bourses. Dans chaque école, il y a des bourses qui sont attribuées soit aux élèves qui vont entrer, soit aux élèves qui sont déjà en place. Mais il y en a une petite dizaine par école, je dirais. Pas beaucoup. Mais c'est un système qui est en Turquie assez courant, parce qu'il y a beaucoup d'écoles privées turques également, et qui sont au même budget. Vous avez des universités qui ont aussi un budget, c'est pas le budget américain, mais c'est un peu comme les hôpitaux en Turquie. Malheureusement, l'éducation, c'est un coût, c'est un budget dans les familles.
quand vous allez dans le public, il y a une différence de qualité. On est plus ou moins 50-50, non, la proportion des étudiants turcs et français dans les lycées? Alors chez les saints, non, ils sont tous turcs. Ouais. Mais dans les autres, alors attendez parce que j'ai regardé et comme ça je vais vous dire exactement. Je sors mon anti-sèche. À Charles de Gaulle, il y a 1000 élèves, dont 25% de français. Et à Pierre-Loti, il y a 1330 élèves, dont 60% de français. Donc à Istanbul, il y a plus de français, ce qui se comprend, il y a plus d'entreprises, et il y a plus de professeurs. Et Ankara, il y en a moins. Mais c'est relativement récent, ça. C'est relativement récent. Il me semble qu'avant l'année 80, c'était complètement français. Et il y avait moins de présence française aussi. Il y avait moins d'entreprises françaises. Il y a eu un boom après les années 80. Il y a toujours eu, bon, ça c'est l'autre sujet dont on va parler, mais il y a toujours eu Renault, par exemple. C'est un phénomène relativement... Moi, quand j'ai enseigné dans les années 70, c'était pratiquement que turc. Déjà, Saint-Michel. À l'époque, Saint-Michel était que garçon, il n'y avait pas de filles à l'époque, et c'était turc musulman et turc non musulman, juifs, arméniens. Il y avait même aussi des enfants qui étaient assyro-chaldéens qui étaient en pension chez les frères et qui donc couchaient sur place, quelques-uns, pas beaucoup, mais qui faisaient tout leur cursus pour devenir prêtres ensuite et peut-être rejoindre la France. Mais il y avait vraiment une masse énorme de Turcs, hein, qui soient des minorités ou musulmans. Il y avait une matière qui s'appelle la religion. Donc la religion, c'est une matière où vous êtes noté. Alors, comme c'est une matière, on l'aimait bien parce qu'on avait toujours 10 sur 10. Alors, bon, le problème, moi j'étais le seul chrétien de ma classe où on était 40, et le frère et moi, on n'avait rien prévu parce qu'on est très peu en fait. Et puis moi j'aimais bien aller avec mes copains, l'islam comme ça j'ai connu, et puis j'avais de bonnes notes, comme le reste n'était pas terrible, ça me faisait monter la moyenne. Et finalement j'ai eu un frère à moi tout seul qui s'est dévoué pendant une année, et donc j'ai eu un cours de catéchisme qui n'était pas noté, du coup j'avais moins de bonnes notes. Mais le fait religieux dans les saints a toujours été assez... a été un peu gommé, a été gommé, et voilà, ça s'est bien adapté à la Turquie. Oui, là je vais vous donner un chiffre qui est intéressant parce que l'enseignement de ces saints, c'est ce qu'on appelle l'enseignement catholique en France. Donc l'enseignement catholique en France, c'est 2 millions d'élèves actuellement, et dans tout le monde, il y a 225 000 établissements qui sont de l'enseignement catholique. Ce qui fait actuellement 60 millions d'élèves de par le monde qui sont scolarisés dans ces écoles. C'est un réseau fabuleux. Alors évidemment, dedans il y a des universités. Il y a l'université St. John à New York par exemple, qui est une énorme université. Voilà. Et puis quand vous allez au Moyen-Orient, il y a le Liban où vous avez énormément d'établissements de ce type. On peut juste ajouter aussi, si tu permets, que la question de l'argent, évidemment, fait que les classes sociales dont sont issus les enfants dans ces établissements sont évidemment pas des enfants qui viennent du monde rural ou de la classe ouvrière ou autre. Donc forcément, et peut-être que justement ça marche ensemble peut-être, mais moi ce que j'ai toujours observé, c'est que les intellectuels turcs entre guillemets sont sortis des écoles françaises plus que des écoles anglophones ou germaniques ou autres. Ça m'avait toujours frappé. Par exemple, des cinéastes, des théâtreux, etc. Ils sortent de Saint-Joseph, Saint-Michel, Galatasaray, alors qu'on ne trouve pas à Robert College des personnalités internationalement connues qui sont dans le monde des arts. Donc je trouve ça assez intéressant. Alors moi je l'ai pratiqué donc comme enseignante, j'enseignais la littérature et à des quatrièmes et des terminales. Et j'avoue que ce qui moi j'ai fait mes études en France. Quand je suis arrivé à Istanbul et que j'ai trouvé ce poste au lycée Saint-Michel, ce qui m'a vraiment beaucoup surprise, c'est l'extraordinaire. Alors il y avait les frères encore, c'était le frère Humbert à Saint-Michel, et c'est l'extraordinaire ouverture d'esprit et l'ouverture à la culture que j'ai trouvée là-bas.
Moi, il se trouvait que j'avais fait du théâtre aussi à Paris, et je lui en parle, et il me dit, mais si tu veux faire un enseignement de théâtre, il y avait une salle de théâtre à Saint-Michel, la salle est à toi, voilà les clés du lycée, tu achètes ce que tu veux, tu ouvres le samedi, tu fais... Bon, j'avais trouvé ça déjà absolument extraordinaire, et puis il y avait cette espèce d'émulation culturelle hors programme. Tous les enseignants, y compris mon collègue qui enseignait la littérature turque, parce qu'il y a l'enseignement du français et de la littérature française, mais il y a également un deuxième professeur de littérature qui enseigne la littérature turque, c'est dans le programme. Et lui aussi était complètement soutenu pour toutes les choses qu'il pouvait faire. On emmenait les jeunes au théâtre, c'était vraiment quelque chose que moi je n'avais pas vu quand j'étais moi-même élève en France. Il y avait une émulation culturelle qui m'avait vraiment scotché. C'était très intéressant à ce niveau-là. Puis alors j'ai une petite anecdote qui va vous faire rire. Moi j'y ai été à l'époque d'un coup d'état militaire, et le frère Humbert en question, le jour où on avait la Turquie, on a vécu, comme vous savez, pas mal de coups d'état militaires, et là, il y avait donc interdiction de sortie de 6h du soir à 8h du matin, et toutes les maisons étaient fouillées. Et moi, je donne mon cours cet après-midi-là, le frère Humbert m'appelle dans son bureau, et il me dit, Gaillet, est-ce que tu as des livres à cacher ? Alors je lui dis, oh ben, frère, on a tout déjà nettoyé, jeté à la poubelle ou supprimé, etc. Il me dit, non, parce que si tu as des choses à cacher, ramène-les tout de suite, on les met dans la chapelle, ils vont quand même pas fouiller la chapelle. Non, j'en garde un très bon souvenir. On a plein d'anecdotes. Alors, comme toi tu as parlé du frère Humbert, il y en a un autre, je voudrais vous parler de lui. Même deux. Le directeur de Saint-Michel était un frère qui s'appelait frère Pierre. Et c'est tout à fait humain. Un jour, il tombe amoureux d'une dame qui était au service comptabilité. Et donc, il sort des ordres. Et puis, donc, il devient monsieur Straub, Pierre Straub. Il était alsacien. Et en fait, il a fait toute sa vie en France. Et quand il a pris sa retraite, il est resté en Turquie. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté une maison, littéralement juste en face du lycée. C'est-à-dire qu'on peut pas faire. Il voit la cour juste en face de lui. Et on a fait un reportage avec lui, un documentaire sur notre site, l'association On est avec Ali, unioniste avec un s.org. Vous avez un documentaire sur nos écoles françaises. Et à la fin, il dit, quand j'ai été à la retraite, ma vie est là, mes amis sont là. Et là, il vous dit un truc où votre cœur explose. C'est magnifique ce témoignage d'amitié aux Turcs et à la Turquie. Et un autre personnage, lui, il est de Saint-Benoît, le père du chemin. Lui, il était professeur de philosophie. Ça se passe dans les années 90. André Duchemin. Et il se parle beaucoup avec le collègue qui fait le cours de religion, le fameux cours de religion sur l'islam. Et il parle beaucoup de ce philosophe qui est Yunus Emre. Yunus Emre, c'est 14e siècle. Et en fait, c'est quelqu'un c'est un peu comme, il a une approche très humaniste et très humaine, un peu comme les écrits de Jalaluddin Rumi. Et il se met en tête de traduire en français, parce que ce n'était pas traduit, de traduire un livre de Yunus Emre. Donc il apprend le turc, mais il apprend le turc de l'époque. Et il l'a traduit, c'est devenu un livre d'art, le livre d'art de Yunus Emre, traduit par un congréganiste lazariste. Vous imaginez ça ? Voilà, lui aussi, il a fait toute sa vie à Saint-Benoît, Istanbul. Il est décédé à 95 ans à Paris, et je suis allé à son enterrement, et les anciens élèves avaient les larmes aux yeux. C'est une très belle histoire. Moi j'ai une question concernant Galatasaray, parce qu'on fait des interviews et
Galatasaray, c'est plus une école, c'est plus qu'une école. Il y a un esprit de corps aussi. Et il y a les promotions, les numéros de promotion. Et à toutes les interviews qu'on fait, ils disent « Ah, moi je suis numéro 120. Voilà. Et ils disent, on a l'impression qu'ils sont toute leur vie durant, des anciens élèves de Galatasaray. Il y a même un Hadi Yapalom. C'est là leur slogan, c'est ça. Hadi Yapalom. Allez, on le fait. Allez, on le fait. C'est vrai. Et c'est le cas aussi pour les saints. Alors, c'est le cas pour Galatasaray, et ça, c'est superbe comme solidarité, sachant que le nombre que vous dites là, c'est l'année qui commence en 1854. C'est la fondation de Mektebi Sultane. C'est 68. Oui. 155 ans. Ah ouais. Donc il y a beaucoup de solidarité. Alors ça se comprend parce que non seulement ils passent beaucoup de temps au lycée ensemble, mais en plus il y avait l'internat. Chose qu'il n'y a pas trop dans nos écoles. À Saint-Joseph il y en a eu, mais il n'y en avait plus dans les années 70. Quand vous allez à Istanbul, si jamais vous visitez, c'est d'énormes bâtiments quand même. Hein. Saint-Joseph, ça allait jusqu'à la mer en plus. Après, les frères ont fait une affaire immobilière, ils ont vendu une partie du terrain. Mais toutes les écoles sont des écoles assez grandes, sauf Sainte-Pulchérie qui est un peu petite. Mais dans le cas de Galatasaray, il y avait un internat. Et dans le cas de toutes les autres écoles, il y a des associations d'anciens élèves qui sont très actives. Alors, désolé, je parle toujours de la MAM, mais chez nous, à Saint-Joseph, Istanbul, moi j'ai mis sur mon téléphone des WhatsApp où il y a 200 messages par jour, par rubrique. Vous avez musique, art, gourmet, livres, on reçoit toute la presse. En Turquie, on n'a pas trop en France, parce que même à la Sorbonne, je suis de la Sorbonne, il n'y avait pas de club d'anciens élèves. En Turquie, même un lycée relativement petit a son association d'anciens élèves. Enfin, vous savez qu'à Istanbul, on sort complètement du sujet. Si vous venez d'une ville qui est extérieure à Istanbul, vous avez l'association de ceux qui viennent de cette ville à Istanbul. C'est bien, par exemple, les Bretons. Ils ont leur ambassade. Voilà. Donc, les Bretons. Mais ce qu'il faut, c'est qu'aussi certaines personnes que nous rencontrons qui ont fait leur scolarité, alors plutôt à Galatasaray, disent on peut être n'importe où dans le monde, avant même d'avoir le numéro des personnes au consulat. On a les contacts des anciens camarades de promotion, et s'il y a quoi que ce soit, c'est eux qu'on appelle en premier. C'est des liens forts. C'est des personnes de plus de 60, 65, 70 ans qui nous disent ça. C'est-à-dire que c'est un compagnonnage de toute la vie. Exactement. Ce qui est fort. Alors maintenant, il y a aussi l'université, sachant qu'à l'université, il n'y a pas que les anciens de Galatasaray qui viennent. À l'université de Galatasaray, vous avez... Alors, on a parlé du système pour entrer dans le collège. Là, c'est un examen national, global, mais pour rentrer à l'université, vous avez encore un autre examen. En Turquie, on est des bons compétiteurs. Donc, il y a la moitié du contingent qui vient de l'examen central, et il y a l'autre moitié qui vient d'un contingent qui est interne aux élèves de Galatasaray et des écoles francophones. Il y a Dame de Sion aussi qui a un internat. Dame de Sion avait un internat. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais... Non. Il n'y a aucun internat actuellement. Ah, il n'y en a plus. Aucun internat. Rebondir peut-être justement sur cette transition entre lycée Galatasaray et université Galatasaray. C'est vraiment un défi, en tout cas pour la coopération culturelle française, de réussir à maintenir le niveau élevé qui est entre le lycée et l'université, parce que ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a aussi des étudiants qui sont au lycée qui ne veulent pas forcément aller à l'université, puisque là, du côté des universités, la concurrence est beaucoup plus rude. Et d'un autre côté aussi, réussir à, après l'université, au niveau licence, peut-être au niveau master, pour les étudiants qui veulent partir à l'étranger, de réussir à ce qu'ils veuillent venir en France et qu'ils puissent après revenir en Turquie après. Mais c'est vraiment un des grands défis, c'est vraiment c'est augmenter le niveau de l'université Galatasaray et aussi avoir l'attractivité de la France au niveau universitaire pour qu'il y ait une grande diversité d'étudiants turcs qui puissent venir. Et pour revenir aussi peut-être sur les lycées de l'AEFE, donc de l'Association des écoles françaises à l'étranger, moi personnellement
Je suis franco-brésilien, j'étais au lycée Molière à Rio, puis au lycée Charles Lepierre à Lisbonne. Et c'est quelque chose que je retrouve, votre témoignage Gaillet, je le retrouve aussi, surtout au lycée français Charles Lepierre, où on voit des générations en génération en tout cas, d'étudiants, de grands-parents, d'arrière-grands-parents qui veulent absolument avoir leurs enfants refaire le lycée français. Et c'est une opportunité énorme. Et parfois, c'est des gens qui sont francophones vraiment de génération en génération. Et d'après ce que vous dites, c'est aussi intéressant d'avoir ça en Turquie. Et ça se retrouve du coup, à mon avis, dans plusieurs pays. Et ce qui fait aussi la qualité de l'enseignement français, et c'est cette mixité entre les étudiants turcs et français qui peut-être aussi permet d'avoir cette ouverture, l'enseignement d'autres matières. Nous, on est, par exemple, moi qui étais justement au lycée français à l'étranger, on est obligé d'avoir le programme français, mais aussi, souvent, on est préparé aux examens du pays. Ça veut dire qu'au Portugal, on a un cours de civilisation portugaise qui est censé nous préparer en des cours intenses, courts, à avoir le même niveau que les élèves portugais dans mon cas. Donc ce qui est ce qui monte aussi le niveau des lycées. C'est intéressant de voir le nombre d'élèves qui sont scolarisés en français quand même en Turquie. On dirait peut-être que, connaissant la population turque en Allemagne, qu'il y a beaucoup plus. Non, c'est la France. C'est le français. Alors pour l'anglais, il y a des lycées turcs qui enseignent en anglais. Mais il y a une seule école américaine, Robert College, mais le français est vraiment très répandu. Mais justement, le réseau d'écoles françaises à l'étranger, exclusivement la EFE, si je ne me trompe pas, est le plus grand au monde. Donc en temps de mondialisation, si on a des parents d'élèves qui souhaitent un jour être en Turquie et qui se disent peut-être que dans 5 ans, j'irai au Mozambique ou au Japon, et ils sont sûrs de pouvoir, ou pratiquement sûrs de pouvoir avoir leurs enfants dans un lycée de l'AEFE. C'est aussi ça la grande force de ce réseau de lycées français. Point intéressant, actuellement, les deux ambassadeurs turcs en France, l'ambassadeur français en Turquie, sont tous les deux issus du même lycée, Charles de Gaulle. C'est assez rare. Du coup, peut-être pour faire la transition, ce qui expliquerait cette attractivité des écoles francophones et françaises en Turquie, on parle de la langue française, de l'influence de la France, ou justement pour faire la transition vers l'économie, la présence économique. Mais du coup, c'est assez impressionnant parce que cette attractivité, c'est quand même, ça reste très élevé malgré tous les hauts et tous les bas que connaissent les relations bilatérales entre les deux pays. Donc il y a vraiment une sorte de constance assez puissante et fondamentale. Et comme une deuxième justement raison de cette attractivité, si on parle peut-être du volet économique de cette présence française en Turquie. Donc là on parle encore une fois, vous imaginez depuis le 15e siècle toutes les relations qui ont été tissées. Toutes les relations qui ont été tissées. Au 16e siècle, vous avez un accord qui s'appelle les capitulations entre Soliman le Magnifique et François Ier, qui accorde en fait des tribunaux d'exception aux Français qui commercent avec la Sublime Porte. Pendant l'Empire ottoman, la France est aussi très importante. Il y a la Régie des tabacs, il y a les chemins de fer qui sont français. Actuellement, entre les deux pays, il y a un volume de commerce qui est de l'ordre de 14 milliards d'euros. Si vous voulez, la France représente pour la Turquie, et la Turquie représente pour la France à peu près 1,5 de son commerce extérieur. Ce n'est pas beaucoup quand on y pense. La France vend beaucoup de matériel de transport, donc évidemment avec les aéronefs ou les Airbus, quand on les vend, les chiffres ne sont pas les mêmes, mais voilà, il y a les voitures, il y a les accessoires de voitures, même dans le sens France-Turquie. Dans le sens Turquie-France, il y a aussi des voitures, puisque la Turquie est l'un des pays au monde où il y a le plus d'usines de voitures. Donc vous avez notamment Renault qui est installé là du
depuis des décennies, qui est associée à une fondation qui émane de l'armée turque. Et il me semble que c'est la plus grosse usine au monde de Renault qui est à Bursa. Où ils font notamment la Zoé électrique a commencé à être faite à Bursa, où il y a des modèles qu'on ne voit pas ici. Il y a notamment une Clio qu'on voit beaucoup en Afrique qui est uniquement fabriquée en Turquie. Il y a 450 entreprises françaises en Turquie actuellement. Elles emploient 130 000 personnes. 130 000 personnes. Elles ont investi dans les 5 dernières années 5 milliards d'euros en Turquie. Donc c'est assez important quand même. Vous avez donc évidemment les marques. Il y a Carrefour. Il y en a beaucoup d'autres. Donc il y a une chambre de commerce française à Istanbul. Où se réunissent ces compagnies. Vous avez au sein du patronat turc qui est divisé en, disons, 3 entités, il y a aussi des représentants. Donc les 3 entités sont TÜSİAD, qui est l'historique, dont la ligne est plus être dans la bonne relation Turquie-Union européenne. Il y a eu, avec les années Erdogan, une deuxième entité qui s'est créée qui s'appelle MÜSİAD. Alors, le mu de MÜSİAD, certains le prennent pour musulman, et donc dans les initiales, c'est Müstakil, qui veut dire indépendant. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu coloré, plus politiquement AKP. Et puis, vous avez une troisième entité qui s'appelle le DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Komisyonu, donc c'est Conseil des relations extérieures économiques. Et là, c'est intéressant parce que vous avez un conseil par pays. Donc il y a aussi un conseil Turquie-France, il y a un conseil Turquie-Ghana, il y a un conseil Turquie-Iran, enfin tout type de pays. Et là, vous avez un conseil binational qui est assez efficace. Et quand le MEDEF se déplace en Turquie, le ministre, ils se sont déplacés avec le ministre français du commerce extérieur en décembre. Merci. Pardon? C'est Franck Rittenberg. Non, Rister. C'était le MEDEF international qui a organisé ça avec le DEİK turc. Et alors, ils ont, à cette occasion, ils ont dit que ils souhaitaient augmenter le commerce de 14 milliards à 20 milliards. Que vous dire d'autre? Donc, du côté de la Turquie vers la France, donc il y a beaucoup d'alimentaire, il y a du textile, il y a des accessoires d'automobile, il y a donc les automobiles. Est-ce qu'on peut dire qu'on constate une sorte de continuité ou constance dans les relations économiques malgré tous les hauts et les bas des relations? Alors les chiffres sont... Il faut voir avec l'inflation, hein. Il faut voir avec le taux de change. Déjà. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est peut-être un défi un peu plus global pour la Turquie, c'est d'attirer l'investissement direct étranger. Et pour ça, voilà, les investisseurs, depuis un certain moment, ils sont un peu plus sur les gardes, disons. Car ils estiment, certains, que voilà, la Turquie n'offre pas toutes les garanties en termes notamment de justice, et que si on avait un différend avec les entreprises turques, ce serait un peu compliqué. Donc ça attire moins, si vous voulez, ça attire toujours de l'investissement direct étranger. Mais quand on compare ce chiffre-là avec le poids dans l'économie mondiale de la Turquie, ça part en investissement direct étranger et plus bas. C'est le 9e, si je ne me trompe pas. Oui. 9e investisseur en Turquie. D'accord.
Donc après, il y a eu, comme il y a des hauts et des bas dans la politique, il y a eu dans le temps des appels à boycott aussi, hein, des biens français, des biens de consommation français, par le président Erdogan lui-même. Ça n'a pas été suivi énormément. Ce n'est pas suivi. Non, ce n'est pas suivi, mais voilà, le fait même d'appeler au boycott, c'est déjà un signe. Après, économiquement, oui, ça n'a pas été suivi. Notamment Renault, il n'y a pas eu trop de variations chez eux. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut lire, je pense, les années récentes en tout cas. Mais est-ce que c'est la fragilité économique de la Turquie, ou bien est-ce que c'est les aléas politiques, notamment l'ère Erdogan qui a fait baisser les investissements ou qui fait stagner les investissements? Et je pense qu'il y a des choses qui sont réelles et qui ne changent pas. C'est-à-dire qu'il y a une main-d'œuvre très qualifiée en Turquie qui est de plus en plus. En Bulgarie, c'est moins cher, mais c'est moins. Les économistes ont un mot qui m'échappe. La main-d'œuvre est plus productive. Enfin, la productivité de la main-d'œuvre est plus haute en Turquie. Et puis géographiquement, avec la Turquie, vous avez accès à d'autres marchés également. Donc ça, ce sont des réalités qu'on ne change pas. Et le reste, il y a le marché intérieur, 82 millions d'habitants, qui est important aussi. Donc ça, c'est une réalité qui ne change pas. Voilà, après le reste, ce sont des opportunités. J'aimerais bien si vous pouvez un petit peu parler sur les politiques culturelles et musicales entre la Turquie et la France, si vous avez des connaissances. Parce que j'ai vu sur votre CV, je veux dire, que vous avez suivi des mécénats de la musique. Hein, j'ai pas bien compris. Mais... Moi, ce que j'ai essayé de faire humblement pour répondre à votre question, c'était une autre association. En 2001, c'est un peu politique. C'est entre les Arméniens et les Turcs. Il y a eu la reconnaissance du génocide arménien. Je suis moi-même arménien de plusieurs générations. Mes deux parents sont arméniens. On parlait arménien à la maison. Et quand il y a eu cette loi qui a été adoptée, j'étais avec des amis turcs et Devrim connaît bien ce projet. Il y a eu, on s'est dit, il faut faire quelque chose parce qu'on ne se sentait pas bien avec ça. Ni les Arméniens de Turquie n'étaient d'accord avec ça, que les politiques s'emparent de ce sujet. Même si évidemment il y a de la souffrance, ça, c'est indéniable, mais et on s'est dit que de toute façon entre les deux peuples il fallait recoller les bouts. Et donc on a fait une association avec un pianiste turc, un pianiste d'État, Hüseyin Sermet. Et donc on a fait une association pour se faire retrouver les Arméniens et les Turcs. Et donc quand on a fait le premier concert au siège de l'UNESCO, c'est la salle la plus symbolique qu'on ait trouvée à Paris, eh bien on a été attaqué des deux côtés. Les Turcs nous ont dit c'est bien, voilà des Arméniens qui n'ont pas le prérequis qu'on reconnaisse quelque chose. Et puis les Arméniens ont dit mais vous êtes des traîtres là, vous nous avez pas consultés, vous faites des choses avec les Turcs qui n'ont pas reconnu le génocide. Des deux côtés, c'est un sujet, on peut prendre une semaine à en parler. Gaï aussi a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est assez insoluble. C'est avec des petits pas, je pense, qu'on va vers l'autre. C'est avec des tout petits pas. Moi, ma petite théorie, c'est que vous mettez tout le monde à table, on mange bien, on boit bien, tout le monde est d'accord à la fin, mais il faut les mettre à table. Et donc voilà, l'association après, on l'a transformée en association des artistes pour la paix, qui fait un grand événement chaque année, chaque 2 ans, avec les Nations Unies, avec l'UNESCO. Donc on a fait un grand événement à Chypre, au milieu dans la ligne de démarcation entre les Turcs et les Grecs, au Ledra Palace. Donc voilà, c'est ce que vous avez lu faisait référence à ça. Mais il y a énormément d'activités culturelles et musicales, et là,
Ali est plus qualifié que moi pour Ça nous ouvre une belle justement opportunité de transition, peut-être pour passer au témoignage de Alexis Lefebvre, parce que justement, même cette expérience montrait une action de la société civile, en quelque sorte, comme une réponse à une question éminemment politique et sociale. Et du coup, votre témoignage à Istanbul, qu'est-ce que vous avez pu constater, qu'est-ce que vous avez vécu quand vous travailliez en Turquie sur ces sujets-là? Alors j'étais à l'ambassade à Ankara, mais ce que je peux dire, c'est qu'en effet, la transition que je peux faire avec ce qui a été dit avant et ce que j'aimerais dire sur les liens entre la culture et la société civile, c'est qu'en effet, ce réseau éducatif des lycées, c'est un vecteur d'influence de la France en Turquie, c'est indéniable. Les étudiants français, turcs qui vont en France et qui reviennent sont un vecteur de l'influence française en Turquie. Et c'est ce qu'on appelle le réseau culturel français, qui est composé donc de, sans vouloir énumérer, mais donc les 3 instituts français, les 3 antennes d'instituts français, Ankara, Izmir, Istanbul. On a l'action bien sûr de l'ambassade, qui invite peut-être ponctuellement à d'autres niveaux des artistes pour peut-être des événements un peu plus fermés, peut-être avec le gouvernement, mais qui joue aussi sur cette influence de la France auprès des pouvoirs publics. On a 2 alliances françaises qui sont tout à fait autonomes, mais qui reçoivent le soutien de la France à Bursa, à Dana. On a Campus France avec son réseau Alumni, qui aussi valorise cet esprit de corps, qui organise des événements, qui informe et aide les jeunes à l'expatriation. On a l'Institut français d'études anatoliennes, qui est aussi très actif dans la recherche, qui organise des événements qui sont des sciences humaines, archéologie. Ils ont un pôle archéologie excellent à l'Institut français des études anatoliennes, qui est très reconnu. Donc tout ça, ça fait un peu partie aussi, j'espère que j'ai rien oublié, je ne sais pas si quelqu'un... mais en tout cas, tout ça, c'est un peu le réseau culturel français. Et notre objectif, justement, parce qu'en écoutant, je me rends compte quand même qu'on est resté beaucoup dans l'idée de la francophonie, dans la valorisation de la langue française. Mais ce qu'on essaye de faire, donc moi, pas plus maintenant, mais ce qu'essaye de faire l'ambassade de France et la politique culturelle française à l'étranger en général, c'est de faire une transition de cette influence française qui passe par la langue française peut-être, à une valorisation de l'expertise française. Donc aussi pour faire la transition entre l'économique et le culturel, je pense aux industries culturelles et créatives, qui sont la mode, qui sont le cinéma, qui sont les jeux vidéo qu'on oublie parfois, et qui sont aussi des vecteurs d'influence française. Je ne sais pas si vous connaissez l'école des Gobelins ici. L'école des Gobelins, une université française excellente pour l'animation, qui aussi rentre dans cette industrie culturelle et créative, et dans cette valorisation de la France en tant qu'expertise française, qui n'a pas besoin d'être en français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on invitait des experts, on avait invité par exemple Patrick de Georges, qui est un expert de l'Anthropocène, qui parle d'écologie. On lui avait dit, si vous voulez parler à HGTP, aux étudiants, vous pouvez le faire en anglais. Faites votre présentation en anglais, parce que c'est aussi ça l'influence française à l'étranger, c'est l'expertise française. Je vais faire maintenant le lien peut-être donc avec la société civile, puisque c'était mon sujet, mon dada en Turquie. Donc j'étais chargé de coopération avec la société civile. Mon poste était à l'ambassade, mais l'ambassade est aussi avec l'Institut français, ils travaillent dans les mêmes locaux, en tout cas à Ankara, à Yıldız, au sud d'Ankara. Et donc mon rôle était de tisser des partenariats entre la France et la société civile turque. Et comme en fait, quand on parle à la société civile, en général, quand j'entends société civile, c'est surtout des associations, des fondations, le monde universitaire, et qu'on leur demande pourquoi la France, qu'est-ce qui différencie la France en termes de coopération avec la société civile? Parce que vous voyez, il y a l'Allemagne qui a énormément de fonds, les Suédois, je ne sais pas si vous connaissez
le SIDA, qui est le Swedish International Development Agency, qui est aussi un travail excellent partout dans le monde de coopération, qui a énormément de moyens. Quel est le différentiel de la France? Et on va vous dire, vous demandez à une association turque, on va vous dire, on veut travailler avec vous parce que l'Institut français à Istanbul et à Taksim, vos locaux sont excellents, on veut travailler avec vous parce que vous avez un grand réseau culturel, parce que Galatasaray, parce que les lycées, les écoles, et tout ça, ça fait cet ensemble de réseaux qui fait en fait corps, qui est cohérent et qui permet aussi de rencontrer la société civile et de le soutenir d'une autre manière. Donc l'action de la France en Turquie, société civile, culture, je peux donner quelques exemples. Le premier exemple que j'aimerais donner d'abord, parce que c'est aussi important, c'est que la France essaie de travailler dans un esprit européen. Ça veut dire que, bien sûr, la Turquie est depuis maintenant plus de 10 ans, 15 ans, en processus d'accession à l'Union européenne, qui reçoivent des fonds à travers l'UE, à travers la délégation de l'Union européenne en particulier, de soutien à la société civile, qui transitent par des grandes plateformes. Civil du Shun, c'est la plus connue, qui après répartit ces fonds aux plus petites associations. Donc la France participe à cette logique, mais aussi organise des projets au niveau européen. Et l'un d'eux, et je parle de celui-là en particulier parce qu'il a un lien avec nous ici, il a un lien avec Turquoise, c'est Spaces of Culture, qui est un projet qui unit la France, les Pays-Bas, la Suède, le Goethe-Institut, donc l'Allemagne, sur un fonds en commun qui permet de soutenir les projets culturels qui ont souvent un lien avec la culture, d'où le nom aussi, qui maintenant a réussi d'ailleurs à lever des fonds européens sur une suite qui s'appelle Culture civique et qui donc est un exemple parfait de cette volonté de la France de collaborer avec d'autres partenaires européens pour soutenir la société civile. Au niveau bilatéral, on a des projets dans la logique de la France, puisqu'on a ce différentiel qui est celui d'être connu pour avoir un réseau culturel important qui n'est pas forcément celui d'autres pays européens en Turquie, on le valorise. Et on le valorise comment? Avec par exemple le soutien à des projets d'Anadolu Culture qui organise Lieux Saints Partagés. Lieux Saints Partagés, c'est une exposition qui parle d'interreligiosité, d'interculturalité, qui parle d'espace, comme le nom l'indique, Lieux Saints Partagés, où les trois religions monothéistes se rencontrent sur un même espace, et qui donc aussi essaye de transmettre ce message à travers la culture, à travers la coopération pour le développement, à travers le soutien aux droits humains, de tolérance, d'ouverture sur d'autres cultures, sur d'autres religions. On a aussi, par exemple, sur le volet soutien aux personnes LGBT, important. On a par exemple soutenu et accueilli à l'Institut français d'Istanbul Queerfest, qui est un festival de films sur les thématiques LGBT porté par une association qui s'appelle Pembe Hayat et qui aussi est venu vers nous. Il nous a dit est-ce que vous pouvez nous prêter vos locaux pour qu'on puisse faire passer des films sur ces thématiques. Important pour la France, pas seulement en Turquie, mais dans le monde, de valoriser aussi des populations qui sont plus vulnérables. On travaille sur l'égalité homme-femme, on fait des projets qui sont en lien avec l'environnement, et tout ça, bien sûr, on essaye de faire le lien entre société civile et ces projets qui sont culturels. C'est vraiment ce qui nous différencie, et c'est pour ça que le volet société civile, qu'il soit géré, ou en tout cas dans les mains de l'Institut français de Turquie, en Turquie, c'est vraiment important, et c'est ce qui fait un peu la cohérence aussi de l'action culturelle de la France en Turquie. Donc je ne sais pas si je peux donner d'autres exemples. On a fait des conférences avec Rending, par exemple, qui ont été d'ailleurs censurées. Une d'elles, le pauvre
invité que nous avions eu, qui venait de France, a eu son vol en Turquie, mais le dernier jour, il n'a pas pu faire sa conférence. Mais c'est plusieurs événements qui sont en lien avec la société civile, qui n'auraient pas eu lieu si ce n'était pas le soutien de la France, qui auraient pu avoir lieu avec d'autres partenaires européens, mais ça fait un esprit de corps. Et ce qui est important aussi, peut-être à souligner pour terminer, c'est que ça va au-delà aussi du soutien financier, ça va au-delà de la coopération avec d'autres pays européens, c'est aussi une protection. Ça veut dire que tout de suite, si on a un projet de la société civile, culturelle, une exposition qui est soutenue par une ambassade, c'est plus difficile peut-être de l'annuler ou de se positionner contre. Si c'est dans les locaux de l'Institut français de Turquie, qui plus est sont aussi les locaux du consulat, c'est plus difficile d'interdire Queerfest dans cet espace-là. Donc tout ça, peut-être cette petite présentation, ce retour d'expérience, pour peut-être vous donner un peu le ressenti que nous on avait là-bas de ces liens entre société civile et culture. Vous faites de l'aide à l'édition aussi, de la traduction de livres du français en turc à des éditeurs. Oui, ça, du coup, c'est l'autre. Mais ça passe par le CNL ou c'est directement, c'est un... Ça, c'est quelque chose d'assez récent, qui n'était pas tellement dans mes mains, parce que moi, j'étais vraiment chargé de plutôt la partie humanitaire, droit, aide pour le développement. Mais oui, il y a par exemple le prix de la traduction qui est aussi récent, qui a eu un grand succès et qui valorise la traduction. Mais sur les détails pratiques des procédures, ça, je ne saurais pas dire. Au-delà de votre collaboration et soutien en Turquie sur place sur les initiatives culturelles et sociales, est-ce que vous établissez aussi des ponts plus institutionnels pour que, par exemple, ces entités, pour qu'ils viennent se former, éduquer ou former des partenariats, mais en France? Est-ce qu'il y a aussi ce pont vers la France? Ce qu'on essaye de faire, c'est ce travail à travers les bourses d'études. On a des bourses qui sont en partenariat avec le TÜBİTAK et sur le volet culturel, on essaye de pousser pour qu'il y ait des étudiants qui puissent venir sur ces thématiques-là. Ça serait pas évident. C'est pas évident parce que si on laissait par exemple que le TÜBİTAK choisir les étudiants ou les projets qui reçoivent ces bourses bilatérales, il n'y aurait pas de projet culturel, il n'y aurait pas d'étudiants qui viendraient en France faire de la traduction, il n'y aurait pas d'étudiants en France qui viendraient travailler sur l'aspect culturel ou artistique, ce qui peut être compréhensible d'après les priorités fixées par le pays, mais c'est aussi quelque chose qu'on essaye de valoriser aux côtés des bourses d'études, aux côtés des laboratoires de recherche, et après, sur les projets ponctuels, ça sera par exemple le projet Be Mobile Create Together, mais qui est très spécifique, qui est un projet aussi européen, financé par fonds européens, qui a permis à des artistes turcs d'être en résidence artistique en Europe, dont la France. Ici, notre partenaire était la Cité internationale des arts, le Cube, qui travaille plus sur des thématiques d'art numérique, et la Fondation Camargo, qui est à Cassis, magnifique. Et en Turquie, par exemple, les KCV. Et donc, on a aussi ces échanges-là. Mais après, c'est vrai que c'est encore un défi. C'est vraiment un défi de réussir à trouver des mécanismes d'échange, de financement. Et c'est là aussi où on essaye d'augmenter nos ressources et nos capacités de financement de ces programmes-là. Des partenariats privés qui se font. Et la France, les instituts français, sont aussi demandeurs de financement. Parce qu'il faut savoir que l'Institut français, la programmation culturelle de l'Institut français, est pratiquement autofinancée. Elle est autofinancée sur les cours de français. La France, l'ambassade de France, a peu de moyens financiers pour soutenir la coopération culturelle qui, depuis quelques années, est plutôt autofinancée sur les cours de français. Bon, parfois, il y a quelques programmes qui peuvent être financés, mais c'est surtout de l'autofinancement. Donc on imagine qu'après la crise de la Covid et donc la perte de ressources propres dues aux cours de français qui ont été moins donnés,
pour ces années qui viennent, il est peut-être plus difficile de soutenir des projets culturels également. Pendant le Covid, malheureusement, pas mal d'événements culturels n'ont pas pu avoir lieu, donc il y a eu aussi des économies sur cet aspect-là. Et étonnamment, surtout Ankara, je valorise le travail de l'antenne d'Ankara, il n'y a pas eu de baisse si importante de recettes parce que la plupart des étudiants sont restés sur le modèle d'abord totalement virtuel, puis après hybride avec du présentiel et du distanciel, et donc ça n'a pas affecté. Ce qui a fait, sans vouloir être cynique, mais ce qui est ressorti de cette crise, c'est qu'il est possible de donner des cours de français autrement, par la voie virtuelle, et qui marchait plutôt bien. Et donc il y a eu des pertes de recettes, bien sûr, mais l'Institut français arrive toujours à se financer, à s'autofinancer. Après, les réserves, bon ça c'est une question peut-être un peu technique, pas très intéressante, mais les réserves ont été aussi faites en euros. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, l'Institut français a su se protéger avant la crise en gardant des réserves en euros, donc ça a été un peu un coussin de protection et qui a été important pour après. Mais en tout cas, l'Institut français se porte plutôt bien et va continuer à financer des projets culturels. J'espère en revenant peut-être à Ankara ou à Istanbul prochainement, voir ce qui se fait, voir si des grands festivals peuvent être organisés. Madame parlait de coopération dans la scène musicale. Je sais que pendant longtemps, on a eu un grand festival que je n'ai pas connu personnellement, puisque en 2020, il n'a pas été organisé, si je ne me trompe pas, mais c'est le Very Very French Festival. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais apparemment c'est un grand festival qui pourra peut-être recommencer. Donc voilà. Vous étiez dans quel intervalle? J'étais entre mars 2019 et mars 2021. Ouais, 2 ans. 2 ans, mais surtout donc sur la partie société civile, ce qui fait que sur la partie culturelle, et surtout en 2e année, j'ai pas pu voyager autant que je le voulais pour... oui, voilà, comme tout le monde. Mais c'est vrai que cette complémentarité du diplomatique et du culturel, elle se voit à Istanbul à travers la colocalisation du consulat général et de l'Institut français dans le même bâtiment. C'est assez spécifique, c'est assez particulier. Et pour faire aussi un pont avec Galatasaray, et encore, l'Institut français à Ankara a encore des locaux, qui n'est plus la partie principale qui a été délocalisée à Yıldız, mais qui appartient aux anciens de Galatasaray. C'est-à-dire qu'on a des cours encore là-bas qui sont les locaux des anciens de Galatasaray. Et on peut passer maintenant peut-être au dernier volet, à votre projet sonore que vous avez mené. Je ne sais pas si c'est terminé, mais comme une petite introduction pour notre participants, pour nos invités, nous on s'est connus en fait grâce à ces conférences avec vous. Vous avez été les fidèles de Je t'aime moi non plus. Et au cours de ces rencontres, on avait parlé déjà de votre projet à Istanbul. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Oui, et puis merci pour votre invitation, parce qu'en plus c'est comme une conjugaison de ce qu'on vient d'entendre par nos 2 invités. Nous sommes Antoine Léger, Charles Trou. On fait partie d'un collectif qui regroupe 2 autres personnes, Anne Kropotkin et Lucie Azema. Et il est vrai que si on mêle ce projet sonore qui s'appelle Les Passagers de Pera, qui est enregistré à Istanbul et à Paris, c'est grâce à ce réseau académique éducatif français très fort qui permet de mener en langue française auprès de nos interlocuteurs de France et d'Istanbul, mais qui soient turco-français en tout cas, qui ont cette langue en commun, et que ce soit les anciens de tous ces saints que vous avez évoqués, ou de votre lycée Galatasaray, et c'est cette langue qui est commune et qui nous permet d'échanger encore aujourd'hui, ce qui est extraordinaire. Et puis on le fait aussi dans le cadre et en partenariat avec une institution avec laquelle vous avez collaboré, comme l'Institut français d'Istanbul, qui est notre partenaire pour ce projet qui est en cours à Lille, qui est en cours de... Nous aussi, on a pris la pandémie. Hein, nous aussi, on est empêchés d'aller à Istanbul. Nous aussi, on a un petit délai. Mais ça va se faire. Ça sera diffusé donc à partir de septembre 2022, à l'occasion de la Journée européenne du patrimoine qu'on ne fête pas à Istanbul. Mais comme nous, on va parler
d'une exploration de la culture et du patrimoine français dans un quartier particulier. C'est pas tout Istanbul qu'on embrasse, bien sûr, c'est le quartier de Beyoğlu, et déjà il y a beaucoup de choses à raconter. Et comme un parcours sonore qu'on pourra entendre, si on peut pas être à Istanbul, à distance. Maintenant le podcast c'est familier, on sait tous comment ça marche, ou bien en étant sur place, à l'appui d'une carte en main, en allant se rendre sur place à différents sites répertoriés sur la carte et en flashant des QR codes et qui développeront une séquence sonore dans laquelle on pourra entendre différents interlocuteurs. Alors on a des historiens, des géographes, des journalistes, des écrivains. On a été accueillis au Palais de France, à l'IFEA, par Bayram Balcı et aussi par le consul général. On a beaucoup d'entretiens avec des historiens, géographes. Et ça a été vraiment une expérience assez incroyable parce que c'est pas seulement le patrimoine matériel, c'est aussi la langue, c'est aussi les jeux de langue, du français au turc. On est toujours surpris par le nombre de mots turcs d'origine française. C'est hallucinant. Coiffeur, etc., on pourrait les lister. Tout ça, ça a une histoire. C'est la modernité matérielle qui est venue dans l'Empire ottoman par le français. Donc on raconte cette histoire des mots aussi à travers cette période. On a une période clé qui est quand même fin du 19e, début du 20e, et on revient sur la diffusion 19e du français dans l'espace d'Istanbul, de Pera Beyoğlu, et cette diffusion se fait, au 19e siècle et jusqu'à, on pourrait dire, la Seconde Guerre mondiale. Et diffusion l'architecture. Alors par exemple l'architecture, le paysage architectural, appartement, c'est chaussée, c'est aussi un paysage architectural après l'incendie 70 qui a été remodelé sur le modèle de Paris. Ça passe par la langue, on a parlé des mots, ça passe par la diplomatie, ça passe par la convivialité, c'est-à-dire que c'est tout un univers français qui se diffuse à partir du 19e siècle dans l'espace, je dirais, stambouliote, et surtout à Beyoğlu, à Pera Beyoğlu. Donc, et les historiens, on a interviewé Edem Eldem, qui nous raconte ça, mais c'est passionnant. Frédéric Hitzel, qu'on a interviewé, des linguistes, donc c'est cet univers franco-turc, parce que c'est dans les deux sens aussi, qu'on donne à entendre à travers un parcours sonore et des sites. Alors, évidemment, on parlait de France, mais on a aussi des sites moins connus. Le passage français, Francos Geçidi, à Galata. Ensuite, Galata Karaköy est en rénovation. On a évidemment le consulat général, l'Institut français. On a aussi des sites, évidemment, les sites d'Alexandre Valory, donc le Ventin, mais quand même très imprégné par la France, Pera Palace et la Banque ottomane. Et on a des thématiques, des modules thématiques, les Levantins. On a des modules thématiques, les capitulations. Donc, l'idée, c'est d'équilibrer modules thématiques et modules sites localisés dans l'espace de Pera Beyoğlu. Donc, nous, ça a été... ça fait depuis... on a commencé... Comment dire ? On a commencé par les paysages sonores en 2009. On se dit, en arrivant à Istanbul, mais quelle richesse. Première chose. Mais des plans sonores d'une incroyable richesse où on a des bruits qui tiennent à la fois de la mer, qui tiennent des vapoules, qui tiennent des mouettes, mais en même temps, on a le trafic automobile, et ensuite on a enregistré les cris des marchands. Ça, c'est notre grand truc. Eskidji, Bozacı, Davulcu, ça, on a passé un temps fou sur les cris des marchands. Mais oui, parce qu'ils n'ont pas forcément, parfois ils ont des circuits, il n'y a pas d'horaire fixe non plus, donc il faut essayer d'être là. Donc ça, voilà, c'est un travail au long cours, ça prend du temps, il faut être beaucoup là. Et puis il y a les sons, notamment de ces cris de marchands qui ont disparu. Il y a ceux qu'on n'entend plus. Et de là est née une idée avec une chercheuse turque, Pınar Çeveka Kelmi, et ça fait un lien aussi avec ce que vous disiez, Alexis. En fait, on l'a connue via son site. Elle avait créé une cartographie des sons d'Istanbul en fonction de différentes activités. Ça s'appelle Sounds Like. Et on a fait échange comme ça, à distance, on ne s'est pas connus.
Et à la faveur d'un voyage à Istanbul, on s'est rencontrés. Et dans la foulée, je crois que c'est, vous allez me corriger, hein, l'ambassade ou le consul qui fait un appel pour des bourses de post-doctorat pour financer un séjour d'une personne, elle venait d'avoir son doctorat, pour venir faire un séjour d'études pendant 2 mois. Et donc, moi, par ailleurs, je réalise des documentaires, des émissions pour Radio France. Et donc, je l'ai invitée à ce titre de nouvelle docteur, à venir faire un séjour d'études. Elle a eu la bourse, elle est venue pendant 2 mois à la Maison de la Radio. Et on a travaillé ensemble ces notions de paysage sonore et de mise en récit. Et de là, ensemble, on a conçu une exposition qui s'appelle Echo, turc EKO, et Echo en français avec CH, comme un jeu de miroir, et toujours avec ces jeux de mots. Pour cette fois-ci aller au-delà des simples enregistrements de paysages sonores d'aujourd'hui, on s'est dit, on va enregistrer tout le monde, pas forcément des spécialistes, des gens qu'on rencontre, des gens qui ont à dire de la sensorialité, de l'intimité qu'ils ont avec ces sons. Qu'est-ce que ça raconte d'eux ? Qu'est-ce que ça raconte de leur quotidien, de leur enfance ? Qu'est-ce que ça évoque ? Et notamment, on a rencontré des artistes aussi, des écrivains, et en quoi ces sons, ces paysages sonores ont nourri un imaginaire. Alors, ça va depuis des évocations très simples, pour une personne qui est un peu âgée, qui dit « Ah, moi, quand il y avait le beaux adieux qui passait, fallait que je sois au lit quand j'étais petite. » Bon, parce qu'ils vont la beaux-a le soir, devait passer vers 20h30, et une petite fille de 8 ans, elle doit coucher à 20h30. Donc, il y avait ce niveau-là, tout simplement, de la scansion de la vie quotidienne et d'une imprégnation, je pense, qui est très, très intime et inaliénable, à des imaginaires qui vous emportent beaucoup plus loin. Pour revenir à Galatasaray, ce qui revient souvent, c'est les cloches de Saint-Antoine. Quand ils étaient à l'internat, les cloches de Saint-Antoine, je crois que c'est Nedim Gürsel qui nous dit, ça a été une sorte de, mantra sensoriel, quoi. Et donc, chacun a son histoire, son souvenir sur ces univers sonores d'Istanbul. Mais parfois, c'est Aygaz, c'est la petite musique d'Aygaz. C'est la petite musique d'Aygaz, et c'est vrai qu'on l'a tous en tête. Donc, et il nous la chante. Et il nous la chante. Et certains nous chantent Eskidji et Bozadjö. On a Vefa Bozadjö. Alors là, on a droit à des gens qui se mettent à nous chanter le cri du Bozadjö. Donc, il y a peu de villes. Il y a Alger aussi qui avait un truc très particulier. Alger. Voilà. Et ça, je connais peu de villes où les gens s'amusent à Eskidji. Je connais peu de villes comme ça où les gens se mettent à chanter, à imiter les cris des marchands. Alors, je ne sais pas comment expliquer du tout. En français. Comment on peut le montrer? Les retouches. Ah, ouais. C'est compliqué, c'est vraiment traditionnel. En fait, c'est un truc de retouche. Exactement, c'est une machine de retoucheur. Les retouches, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a Urdadjö aussi, mais ça, la différence Eskidji, Urdadjö, ça a donné lieu à des... Donc on s'est dit, mais il y a un patrimoine, parce qu'on a fait la même chose à Paris. Mais et à Paris, rien. Il y a vraiment assez longtemps, il y avait des disques en Turquie avec ces sons des rues. Je ne sais pas si ces disques ont été refaits, mais c'était très intéressant, effectivement. Parce qu'ils disparaissent aussi, hein. Il y en a qui disparaissent. Et donc Pena Çevik-Kelmi, avec qui on travaillait, a fait une cartographie des ambiances sonores des différents quartiers, parce qu'il y a des variations, des différences entre les quartiers d'Istanbul, et une frise chrono, avec il y avait l'évolution sonore depuis les années 60. Et là, on voit l'emprise de l'automobile, ça c'est clair. Donc ce patrimoine sonore qui raconte la diversité des quartiers, il a tendance à se dépérir, quoi. Et c'est de cette expérience-là, d'expression, qu'on est venu à imaginer, peut-être racontons, finalement, déjà à l'échelle d'un quartier tel que celui de Beyoğlu, qui est déjà un grand quartier, et dans lequel physiquement, architecturalement est inscrit
cette relation que nous avons entre nos deux pays, même si ce ne sont pas les bâtiments d'origine, on pense au Palais de France qui était l'ambassade de France de Constantinople, qui est bien sûr plus du tout le bâtiment originel, mais dont on peut raconter déjà beaucoup des relations qu'on a et qui résument déjà en son sein. C'est vrai que le Palais de France déjà réunit le pouvoir. Quand c'était une ambassade diplomatique, il y avait l'église Saint-Louis des Capucins, et puis le bâtiment des jeunes de langue, des droguements, qui aujourd'hui est l'IFEA. Et c'est vrai que finalement, c'est comme déjà tout un univers d'échanges possible entre nos deux pays à raconter avec ceux qui aujourd'hui ont une expertise ou pratiquent ces lieux-là par leur activité, ou on était voir les anciens de Galatasaray, mais les jeunes élèves d'aujourd'hui, on a été accueillis de façon très généreuse par l'équipe d'aujourd'hui qui nous a ouvert ces lieux incroyables, et pour aller voir aussi ces jeunes, et pour questionner aussi ce rôle de la langue française aujourd'hui, parce que on nous dit, vous l'avez dit aussi, le français n'est plus ce qu'il était et ne sera plus ce qu'il est. Néanmoins, c'est un constat dans le monde, pas qu'à Istanbul et en Turquie, mais dans le monde, on peut quand même. Et alors, moi, ça me fait poser une question, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, puisque nous on s'adresse aux francophones, donc on ne va pas voir les gens qui vont à Robert College par exemple, ou à des universités d'autres langues, mais finalement, qu'est-ce qui différencie cet attrait? Et vous parlez aussi des concours. Est-ce que il y a des concours qui sont plus ou moins différents en fonction de la demande d'accès à tel lycée, université de telle langue, ou est-ce que finalement c'est plutôt une logique de se tourner vers des professions économiquement plus intéressantes et donc portées par la langue anglaise, qui engage des jeunes turcs à peut-être postuler plus à ces établissements? Ce qui est contradictoire, c'est que vous n'arrivez pas à faire les études que vous souhaitez faire. Vous faites les études auxquelles les points que vous avez obtenus vous donnent droit. Mon frère voulait faire du management, il a atterri en chimie par exemple. Parce qu'il avait mis en 12e position la chimie, manque de chance, il a atterri là. Mais pareil pour les lycées. Et après, ce qu'on voit, donc, pas nécessairement, il y a beaucoup de familles quand même, qui sont des anciens et qui veulent absolument mettre leurs enfants dans ces lycées-là, etc. Donc, une fois qu'on a les points, l'enfant, on choisit pour peu que l'enfant ait aussi gagné d'autres écoles, on le mettra dans une école française. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est exactement ce que vous disiez, c'est qu'après, la stratégie est peut-être pas de continuer dans la filière universitaire francophone. Même si on a, avec Galatasaray et les autres universités, de quoi faire en Turquie, mais il y en a beaucoup qui partent dans une filière anglophone. Sachant que dans nos écoles, l'enseignement de l'anglais, c'est très peu. Il y a 3 heures d'anglais par semaine seulement, ce qui est très peu. Donc quand on est diplômé de nos lycées, on n'est pas super anglophone. Donc pour suivre une université en langue anglaise, c'est un peu compliqué. Mais même, c'est un des soucis de nos directeurs d'école qui voient des élèves sortir du français et aller dans l'anglais pour des raisons tout à fait opportunistes, parce que tout ce qui est management, c'est en anglais. La France est connue pour certaines études, alors les sciences, on est mieux que les Anglais par exemple, mais tout ce qui est management, tout ce qui est économique, c'est plutôt le monde anglophone, et là ils s'échappent, soit en Turquie, soit à l'étranger, ils vont dans d'autres établissements. Même si HEC est quand même réputé au niveau européen. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce qui revient beaucoup dans les entretiens qu'on a fait, c'est que les gens nous disent combien les saints c'était des établissements d'épanouissement. Ça revient souvent. Ça laissait les élèves libres. Alors je ne sais pas, peut-être ça dépend des saints, mais il y avait une sorte d'autonomie, d'émancipation permise par ces établissements.
Est-ce qu'il y avait une pédagogie particulière? À quoi ça tient? J'ai jamais su. Ou... Maintenant, je ne sais pas, mais moi, quand j'ai enseigné, par exemple, j'étais aussi très étonné par la liberté qu'on laissait aux enseignants de choisir. Parce qu'il y avait, bien sûr, comme ici par exemple, moi, comme c'était de la littérature, j'avais un programme avec un certain nombre d'auteurs, que ce soit pour les quatrièmes comme pour les terminales. Mais en fonction du niveau des élèves, le directeur, les frères, là, moi, je me souviens, j'avais été trouver le frère, parce que une des classes de quatrième que j'avais, il y avait vraiment beaucoup de nuls, et donc j'ai dit, mais ça va pas le faire, ils lisent pas, ils arrivent pas à lire, alors les Balzac, les machins et tout, pour des types qui veulent pas lire, c'est quand même très compliqué. J'ai dit, est-ce que vous me permettez de choisir en fonction de l'âge, du fait que c'est des garçons, et puis éventuellement des auteurs pas français, mais qui vont lire en français. Le frère directeur me dit, tu fais ce que tu veux, carte blanche. Du coup, moi j'ai pris Alexandre Dumas, des trucs comme ça, mais j'ai pris aussi Hemingway, j'ai pris aussi Jack London, etc. Parce que de toute façon, l'essentiel c'était de les faire lire en français et les faire ensuite parler en français. Donc il y avait une liberté totale, et moi ici pendant très longtemps j'ai fait de la formation aux enseignants sur les questions d'immigration et tout, et quand je disais quelque chose et que j'entendais les profs ici dire ah ben oui mais on a nos programmes, on peut pas changer, puis on peut pas introduire tel écrivain, je me suis dit mais Mazette, il y avait une liberté chez ses frères que effectivement ça rejoint ce que vous avez observé. Il y a une relation aussi différente qui s'établit entre l'élève et l'enseignant. Donc, quand il est frère ou père, il est tout le temps là, parce qu'il vit là. Le père ou le frère, donc il a donné sa vie à l'école, et donc, que vous le vouliez ou pas, par rapport à un laïc par exemple, il y a une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus spéciale, qui est beaucoup plus... sur le temps, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus profond. Ça, je pense, c'est une tradition qu'on a gardée dans oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, parce que, moi, maintenant, je ne sais pas, mais à l'époque où j'y étais, c'était bonjour cher frère, au revoir cher frère, tous les enfants passaient devant la porte, il fallait vraiment... c'était assez rigide. Regarde, on disait cher frère, donc l'élève dit frère à quelqu'un. Oui, tout à fait. On a des automatismes après, on l'a, mais c'est un frère. Et c'est vrai que les plus anciens que nous avons rencontrés soulignent la dimension disciplinaire assez appuyée des frères quand même, faut le dire. Mais ils en parlent aujourd'hui avec émotion. L'école turque en général est de toute façon plus disciplinée que l'école ici. Hein. Les enseignants turcs sont beaucoup plus sévères et plus psychorigides que l'éducation ici. On avait dans nos écoles les pavements du sol sont généralement les mêmes en France, hein, dans les écoles françaises. Donc on avait les mêmes. J'imagine parce qu'architecturalement c'est aussi la même. C'est pas très éloigné. Donc on est vraiment en France et à Saint-Joseph. Donc on devait marcher sur un certain carreau. Donc si vous partiez du carreau, on avait un frère Étienne. Il avait une chaîne à la main. Il paraît, oui, une chaîne et... Bon, une chaîne... Je suis en train de ternir la réputation. Je vais arrêter là. Mais non, j'ai rien dit. On apprécie votre français au contraire, et le français comme ça qui nous permet vraiment d'échanger avec ceux j'ai parlé des plus anciens, mais voilà, des plus jeunes et qui viennent que ce soit Pierre Loti ou de tous les saints, et qui sont hyper partants. Enfin, quand on les sollicite, tout le monde nous dit oui. Ouais. On les sollicite pour parler de leur... puisque nous, on parle de cet héritage de la culture et du patrimoine français à Istanbul, et spontanément, avant même qu'on en dise plus, c'est oui. Il y a un cri, et c'est très très touchant. Il y a une envie de parler, de raconter. Des fois, voilà, c'est même quand on va rencontrer un architecte qui est un spécialiste par exemple de l'architecture du Palais de France, et qu'il a été lui-même école à Saint-Joseph, à Saint-Benoît, il va dire « Mais moi, en fait, pourquoi je vous parle français ?» Parce qu'en fait, j'ai été à cette école. Ou un autre va nous dire « Mais pourquoi on parle français là ensemble ?»
parce que je viens de ce quartier. Et que mon père venait de telle région de Turquie, ma mère venait de Géorgie, et on parlait 3 langues à la maison, il y avait une gouvernante autrichienne, mais en fait, on parlait français à la maison. Et oui, j'allais à l'école française. Et donc, c'est pour ça que je parle français aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui traverse les individus, et quelle que soit leur position sociale, pour la vie. Et c'est grâce à cette histoire-là, et éducative et diplomatique, voilà, qu'on peut faire de belles rencontres et travailler. Et combien le français, à une époque, c'était la lingua franca des minorités. Oui. Dans un contexte cosmopolite. Et même très tard, on a interviewé Metin Arditi, donc lui, c'est une langue de la consolation pour les minoritaires que nous étions. Donc, même si c'était aussi la langue du commerce, parce qu'on parlait dans l'Empire ottoman plus français qu'anglais, et que cette prédominance du français, finalement, était surreprésenter la réelle présence française en fait, bien sûr. Alors on parle d'une époque révolue, mais voilà, c'est cette histoire-là qu'on approche, qui est incarnée, qui sera donc diffusée mi-fin septembre 2022. Nous on sera sur place parce qu'on est soutenu par l'Institut français, par l'IFEA, et donc on va sur place à cette période pour diffuser notre travail, enfin en tout cas voilà, et en parler, pour témoigner. Voilà. On est en cours, les enregistrements sont presque finis, le montage est en cours. Et voilà, donc rendez-vous en septembre. On pourra l'écouter ce projet d'ici depuis la France. Oui, bien sûr, ça sera accessible en podcast aussi. Il y a une partie podcast et une partie Oui. D'où l'importance qu'on met et le soin qu'on met à enregistrer des ambiances dans les lieux spécifiques. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, c'est-à-dire pour essayer de transporter non seulement par les récits, mais aussi par les ambiances sonores des lieux dont on parle. Donc par exemple, si on parle du Palais de France, on a enregistré à plusieurs moments de la journée les ambiances du Palais de France, à l'intérieur, à l'extérieur, à Tunnel, qui a été construit par un architecte pas français, mais levantin, Valory. Père-à-Palace. Tunnel, c'est... Pardon, Père-à-Palace, je me trompe, Père-à-Palace. On enregistre Père-à-Palace, on négocie, c'est pas bon. Ça, au bout de 2-3 négociations, on peut enregistrer, mais ça voilà. On a été accueillis aussi à Salt, l'ancienne banque impériale ottomane. Bien sûr, à l'Institut français, aussi un hôpital de la peste. Bref, le patrimoine est multiple, matériel et immatériel, c'est incroyable. C'est une ville qui vibre énormément, c'est-à-dire que moi qui suis natif d'Istanbul, je me sens différemment à Paris et à Istanbul. C'est-à-dire en quoi? C'est-à-dire que c'est intéressant, en France, parfois vous allez croiser quelqu'un et puis vous n'allez pas tellement avoir envie de parler. En Turquie, vous allez dans un restaurant, tout le monde va vous regarder, vous allez regarder tout le monde pour voir si vous connaissez quelqu'un. Et si vous le connaissez, vous allez et puis vous tapez la discute tout de suite. Ça, c'est pas tellement, même à Paris, il n'y a pas tellement ça. Et ça, c'est comme si c'était la chimie de la ville. C'est une ville qui gronde. Ouais. Donc là, vous faites sur les sons, par exemple, c'est très compliqué, on ne pourrait pas mettre en capsule les odeurs. Il y a énormément d'odeurs également. Vous parlez de la mer, il y a tous les marchands ambulants, tout ça. Oui, voilà. Aussi. J'imagine que vous les avez capturés, les chats. Les chats. Ils ne demandent pas notre avis. Oui, ils sont là. Oui, ils sont là.